Bonjour mes amis, c'est toi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai été sollicité par Guillaume Drouin pour parler un peu de mon passage à Sète. Donc c'est avec un grand plaisir que je réponds à sa demande. C'est très gentil d'avoir pensé à moi et c'est vrai que Sète pour moi ça a une odeur particulière. Donc je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Donc j'ai été, j'ai été joueur de football professionnel de 1983 à 1990. J'ai commencé à Brest de 83 à 1985 et ensuite j'étais à Sète de 1985 à 1990 et j'ai terminé ma carrière en première division à Toulon sur blessure malheureusement en 1992. Donc voilà au niveau de ma carrière de footballeur. Et depuis 1993, je suis entraîneur, donc ça ne rajeunit pas, mais c'est comme ça. Donc je suis arrivé à Sète en juin 1985. J'étais à Brest et j'avais signé un contrat de 3 ans, mais la deuxième année s'est pas bien passée. Donc quand ça se passe pas bien en Bretagne et que vous êtes blessé, c'est pas le temps qui vous encourage à rester. Donc j'avais besoin un peu de me ressourcer. Et c'est pourquoi je suis revenu à Sète. Je suis revenu parce qu'en fait, le premier contact avec Sète, il remonte à la saison d'avant. Je pense que ça correspond à la remontée en deuxième division. Et c'est Claude Calabuy qui avait insisté pour m'avoir à l'intersaison au mois de décembre, je me rappelle. Et j'avais refusé parce qu'entre-temps, j'avais eu la proposition de Brest qui était en première division. Et bon, voilà, j'avais préféré à ce moment-là choisir Brest, qui a été aussi une bonne expérience. Et donc je suis revenu à Sète où je connaissais un peu du monde en 1985. Et ça a correspondu avec une période assez faste pour le club, avec des joueurs très importants, notamment Dominique Bactin qui venait de gagner la Coupe de France avec Paris Saint-Germain. Et donc il y avait un effectif assez important et assez conséquent. Donc je suis arrivé dans une ville que je ne connaissais pas beaucoup, mais qui est une ville très méditerranéenne et très très agréable et qui est magnifique, avec bien évidemment un climat qui ressemble beaucoup à ce que j'ai pu connaître à Marseille. Donc je me suis vite adapté, j'ai été très très bien accueilli. J'habitais à la Vigie, au bord de mer, dans un petit studio, c'était vraiment extraordinaire. Donc j'ai passé 5 ans. J'ai passé 5 ans. J'ai noué beaucoup de liens très très forts avec beaucoup de gens. Parce que la grosse différence entre cette époque-là, sans faire ancien combattant et aujourd'hui, c'est que dans le football, on pouvait avoir des vrais liens et l'entraîneur n'avait pas besoin à cette époque-là de demander de jouer en équipe, de demander pour courir pour son copain et de demander d'être solidaire. C'était des choses qui étaient naturelles pour nous. Et effectivement, Sète a fait beaucoup de bons résultats, notamment parce qu'il y avait un état d'esprit remarquable. Donc j'ai eu la chance de connaître quelques présidents. Je vais citer Georges Besson parce que c'est celui qui était un peu le plus emblématique, c'est celui qui a un peu donné un coup de pied dans la fourmilière pour faire venir à l'époque des grands joueurs, en tout cas des joueurs que Sète n'avait pas l'habitude d'avoir. Et c'est la période où on a quand même eu les meilleurs résultats et on a fait parler de nous, notamment en manquant de très très peu les barrages pour l'accession en deuxième division, notamment lors de la première année où ça s'est joué à pas grand chose avec Alès. Donc je vais le citer à lui comme président et c'est un personnage, Georges, bon, qui n'a pas toujours fait des choses dans le bon sens, mais en tout cas ça a été un président emblématique pour le club. En tout cas moi c'est celui qui m'a le plus marqué au niveau des dirigeants. Au niveau du staff, c'est Milo la première année quand je suis arrivé qui était mon coach, qui m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'était quelqu'un à l'époque, la Yougoslavie c'était une place forte dans le foot, avec des techniciens de grande qualité, avec des joueurs de très très grande qualité. Donc j'ai beaucoup appris à son contact. Bien évidemment Claude Calabuy qui après est devenu un ami très proche et qui est toujours un ami très proche. Donc qui a été très très important à la fin de la première année, j'y reviendrai. Donc au niveau du staff et des dirigeants,
c'est les gens qui m'ont le plus marqué dans mon passage. Donc j'ai parlé de Claude parce qu'à la fin de ma première année, à 7, à l'époque, il fallait être 15 fois sur la feuille de match pour pouvoir signer un contrat professionnel. Et moi, j'étais payé, j'étais stagiaire. J'étais prêté, j'étais stagiaire. Et j'avais fait plus de 15 matchs. J'avais fait pratiquement une vingtaine de matchs avec l'équipe, sachant qu'à cette époque-là, il n'y avait que 13 joueurs. Il n'y avait que 2 remplaçants. Et vu l'effectif, c'était très très compliqué d'être déjà sur la feuille de match. Mais un peu à ma surprise, j'ai pas eu de proposition de contrat professionnel à la fin de cette année. Et c'est Claude Calabu qui m'a rattrapé parce que je devais partir, et c'est Claude qui a insisté pour que je reste au club. Donc je suis reparti la saison 86-87, je suis reparti avec Claude. J'ai repris l'entraînement avec la 3e division à l'époque, qui était déjà un très très bon niveau. J'ai un peu galéré, mais il a été là tout le temps pour moi, et il m'a poussé, et j'ai eu une prise de conscience à un moment donné, qui a fait que j'ai profité de quelques blessures pour récupérer une place en équipe première que je n'ai plus jamais lâchée. Et ça m'a permis aussi de pouvoir renégocier avec Georges mon contrat, parce qu'à l'époque il y avait des chartes. Mais comme j'étais un joueur libre et que je faisais parler de moi et qu'il y avait beaucoup de clubs dans la région qui étaient intéressés, donc ça m'a permis d'avoir un bon contrat, un meilleur contrat que ce que j'aurais pu avoir si j'avais été dans la filière normale. Donc ça a été la bonne chose de cet petit épisode un peu contrarié au départ. Mais je tenais à signaler que Claude Calabu, il a eu vraiment un rôle très très important dans ce moment-là. Il a cru à moi, et c'était important de le citer. Et dans mon passage au tout début à 7, il y a aussi 2 familles que je veux citer qui ont été capitales pour mon intégration, parce que bon, j'étais jeune, j'avais une copine à l'époque, mais c'est toujours difficile quand on a 19 ans de se retrouver dans une nouvelle ville. Et il y a la famille Avena de mon ami Marco, et il y a la famille Scanapieco qui ont été des vraies deuxièmes familles pour moi, qui ont été exceptionnelles sur le plan de l'amitié et du soutien, et qui m'ont accueilli comme leurs enfants. Donc franchement, je tenais aussi à travers ce reportage les remercier de tout cœur. Donc au niveau de mes coéquipiers, la question que me pose Guillaume, les coéquipiers qui m'ont marqué, bon, je suis obligé de citer Dominique Battenet parce qu'il a eu une carrière quand même remarquable. Il a gagné 5 Coupes de France, il a été champion de France X fois avec Saint-Étienne, et il a fait rêver la France avec l'épopée des Verts dans les années 70. Donc ça a été un grand buzz quand il est arrivé à 7, c'était une grosse surprise pour beaucoup de gens. Donc c'est vrai qu'il est venu finir sa carrière, mais il est quand même normal de souligner qu'on a eu de la chance de jouer avec lui. Après, il a eu un passage comme entraîneur, bon, je pense qu'il a été beaucoup moins brillant que sa carrière d'entraîneur, que sa carrière de joueur, pardon. Mais en tant que joueur, c'est vrai que c'est quelqu'un qui en imposait, qui avait du charisme, et qui avait une qualité quand même qui était nettement supérieure à la division à l'époque. Au niveau des autres joueurs, j'ai beaucoup aimé Guy Moingoal, j'ai beaucoup aimé Robert Sabatier, j'ai beaucoup aimé Jean-Luc Vinuesa, dans un autre registre, Dominique Deplagne, Sylvain Sanson, voilà, les gardiens de but, voilà, c'est des joueurs qui avaient des grandes qualités. Alors c'est vrai que de cette période-là, pendant 5 ans, je me suis fait des vrais amis. Je vais citer 2 joueurs aussi que je n'ai pas cités parce que je n'ai pas beaucoup joué avec eux en fait. C'est Jean-Pierre Sabatier et Didier Miramont qui ont été la première année notamment d'extraordinaires coéquipiers, parce que je faisais un peu la navette entre la 2e division et la 3e division. On n'est jamais trop content quand on n'est pas appris, on fait la gueule, et bon, j'avais un goût de la fête pas mal prononcé à l'époque, et c'est des gens qui ont toujours essayé de me garder dans le droit chemin parce qu'ils croyaient en moi, et franchement je leur tire un grand coup de chapeau. C'est mes amis aujourd'hui encore, on est amis depuis presque 40 ans, c'est 2 mecs extraordinaires. Et ça, il faut le souligner. Et j'ai aussi, bien évidemment, je vais leur associer Eric Isola,
qui est mon pote de toujours, avec qui j'ai joué ces 5 années durant et qui est un vrai ami. Et dans le paquet d'amis du club, j'oublie pas bien sûr le dirigeant emblématique Joe Lévy, qui à cette époque-là, et après bien sûr pendant très longtemps, a été un personnage incontournable de ce club. Voilà. Donc ça c'est au niveau des vrais amis que je me suis fait là-bas. Je parle des amis à l'intérieur du club parce qu'en fait j'ai aussi dans la ville beaucoup de vrais amis. Et là je parle des gens qui étaient dans le club, des joueurs, des dirigeants. Mais c'est vrai que c'est des vraies amitiés fortes, on ne se voit pas tout le temps. Ça fait 5 ans que je ne suis pas allé là-bas, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentré en France. Mais franchement, à la première occasion, on communique, on a un groupe WhatsApp, on communique très souvent. Et il y a une bande de Sétois qui est venue à Marrakech, donc on a pu partager des bons moments là-bas. Mais à la première occasion, je vous promets que je vais venir vous faire un coucou. Guillaume me demande les matchs qui m'ont marqué. Alors je vais en citer 2 qui n'ont rien à voir. Le premier c'est 7 Montpellier, je pense que c'est en 86, c'est l'année où Montpellier remonte en première division, saison 86-87, il y avait une énorme équipe, il y avait Laurent Blanc, il y avait Roger Millat, il y avait Gérard Bernardet, il y avait Stojkovic, il y avait Jean-Claude Lemoux, c'était une énorme équipe qui était remontée d'ailleurs à la fin de saison. Et au match aller, on les reçoit à 7, c'est je crois octobre ou novembre, et on est premiers à cette époque-là, ex aequo. Et le stade du Bérou, il était en feu, la ville a été bloquée à 5h30 de l'après-midi, c'était les bouchons dans la ville. Et ça a été un moment exceptionnel parce qu'on est mené et on égalise dans les 2-3 dernières minutes, où je fais un centre-tir fort devant le but et Guy Mengual il la pousse au fond. Et ça c'est un souvenir exceptionnel parce qu'il y avait ce jour-là une ambiance dans la ville et dans le stade. Il y avait des gens sur les pylônes, il y avait des gens entassés, c'était extraordinaire. Un vrai derby. Donc celui-là en premier, sur le plan sportif. Et les deuxièmes, ceux qui étaient avec moi dans cette aventure vont sourire, c'est le match retour à Rodez. Un match qui allait déterminer la remontée en deuxième division. Et où c'était très chaud. Donc ceux qui étaient avec moi s'en rappelleront. On est sorti au milieu des paysans de Rodez qui nous couraient après avec des bâtons. Mais à cette époque-là, on avait vraiment une équipe de guerriers et je pense qu'à un moment donné, c'est eux qui ont reculé. Donc les anciens de cette époque-là, on se rappelait de ça. Donc c'est les 2 matchs que je vais citer dans 2 domaines différents qui n'ont rien à voir. Mais c'est les matchs qui m'ont marqué. Donc Guillaume me demande mon parcours d'entraîneur. Alors mon parcours d'entraîneur, il a démarré, donc j'ai arrêté ma carrière professionnelle sur blessure en juin 92. Et j'ai attaqué tout de suite une carrière d'entraîneur-joueur dans un club de promotion d'honneur à l'époque Cassis. J'ai commencé à passer mes diplômes. Et au bout de 4-5 mois, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'avais été blessé. Le joueur qui avait pris ma place, il avait été très bon. Et je ne me sentais pas de prendre sa place. Et je trouvais déjà compliqué à l'époque d'être entraîneur-joueur. Même si c'était un petit niveau. Donc j'ai commencé donc à Cassis, je suis resté 3 ans. On a fait 3 montées consécutives. Et puis notre président a eu quelques petits soucis. Il a fait une petite madoff dans l'immobilier, donc c'était compliqué de gérer le club depuis la prison. Donc je suis parti au Bagne, pareil, un club qui n'était jamais sorti du district, où je suis resté 7 ans, où on a fait avec les éducateurs un travail énorme, puisqu'on est parti de la promotion d'honneur, on est arrivé jusqu'en division d'honneur, on a gagné une Coupe de Provence, on a fait avancer les équipes de jeunes, on a eu les 14 ans fédéraux, on a eu les 18 ans nationaux, on a eu des gamins qui sont partis en équipe de France, on a eu des gamins qui sont partis dans les clubs pro. Donc ça a été une fantastique expérience. J'avais en même temps le rôle de coach de l'équipe première, mais aussi de manager général.
on a mis une politique technique qui était efficace avec vraiment une belle structure. Donc c'était une superbe expérience sur le plan sportif et sur le plan humain. Ensuite, je suis parti à Marignane un an, où on est monté de DH de division d'honneur en CFA2. L'année d'après, je suis allé à Andoum, un CF qui venait de descendre de CFA en CFA2 et on a fait un triplé parce que je me suis retrouvé à entraîner les deux équipes au bout de 3 mois, et la CFA2 et la promotion d'honneur. Donc on a fait 2 montées, de CFA2 en CFA, de PHA en DHR, et on a gagné la Coupe de Provence, donc dans la même année, ce qui n'était jamais arrivé dans la région. Et ensuite, je suis parti en Ligue 2 à Istres. La première année en tant qu'adjoint de Jean-Louis Gasset. Et après, j'ai fait quelques mois tout seul quand Jean-Louis Gasset a quitté le club. Donc je suis resté de 2005 à 2007 à Istres. Je suis parti ensuite en CFA à Consola. De 2008 à 2009. 2009, je suis parti à Gemnos, où pareil, je suis parti sur un projet où j'avais du mal à décoller du district et on est arrivé jusqu'à la division d'honneur. Je suis resté 4 ans là-bas. Je suis parti ensuite à la Peine-sur-Yvonne en CFA 2014-2015. Et en 2015, je suis parti en Tunisie. Première expérience à l'étranger où j'ai été appelé par José Anigo pour m'occuper du terrain avec lui à l'Espérance de Tunis, qui est un club mondialement connu et sur le sol africain qui a un fantastique palmarès. Donc ça a été une expérience extraordinaire pour moi. D'abord parce qu'on avait des conditions de travail et de vie exceptionnelles. Tunis est une ville magnifique. Et José a quitté le club avec un différend avec le directeur sportif au bout de 2 mois et demi. Donc moi je voulais partir aussi. Le président n'a pas voulu que je parte parce qu'il voulait que je travaille pour lui. Donc en fait je ne voulais plus travailler avec les pros puisque j'étais venu avec José. Donc je suis parti au centre de formation où Gérard Buchel était directeur technique à l'époque. On avait joué ensemble à Brest, donc c'était une vieille connaissance. Et où là, j'ai passé 10 mois extraordinaires en m'occupant sur le terrain des séances pour quasiment toutes les catégories. Et on a été 3 fois champion de Tunisie en 16 ans, en 18, en 17 et en 21. Et j'ai eu à la formation des jeunes comme Talbi, des jeunes comme Ben Rahman, des jeunes comme Abdi, des jeunes comme Chalali, qui aujourd'hui sont des internationaux en équipe de Tunisie et que j'ai eu le bonheur de rencontrer au Qatar pendant la Coupe du Monde. Et on a passé un grand moment ensemble et ça a été fantastique pour moi. Derrière ça, je me suis occupé l'année d'après d'une équipe de première division qui s'appelle Amamlif pendant 4-5 mois, sachant que la durée de vie des entraîneurs dans ces pays-là est très compliquée. Et je suis rentré en France et en 2017, une nouvelle aventure avec José, où là on part en Grèce. La première année, on part à Levadiakos, qui est un petit club qui avait beaucoup l'habitude de faire l'ascenseur, et on fait une année exceptionnelle sur le plan sportif et sur le plan humain. On finit 7e ex aequo, on accroche Olympiakos, on accroche le PAOK, franchement, une expérience vraiment fantastique pour moi, un pays extraordinaire à découvrir. On reste un an là-bas. Ensuite, on est recruté par Panionios, qui est un club d'Athènes, qui avait des moyens plus importants au départ. Mais on a été un peu blousé par un agent pas terrible à l'époque, qui nous a incité à aller là-bas, alors qu'en fait, le président de Levadiakos voulait absolument qu'on reste. Donc on est parti là-bas, et après un très mauvais départ au bout de 4 matchs, puisqu'on était dernier, on a fait une remontée spectaculaire, et en janvier, on est à 4 points de la Ligue Europa. On est 5e à 4 points de la Ligue Europa, donc on fait un parcours fantastique, sauf que le président ne payait pas les joueurs. Donc il payait les entraîneurs, mais il ne payait pas les joueurs. Donc c'est un peu compliqué si on a la voiture et qu'on ne met pas l'essence, c'est très compliqué d'avancer. Donc on est allé le voir, et ce brave monsieur a juste répondu que c'était lui le boss et qu'il faisait comme il voulait. Donc à ce moment-là, on n'a pas pu quand même continuer dans cette voie, donc on est parti, on a résilié nos contrats. Donc en 2018, 2018, je me retrouve au Maroc. Je suis au Chabab Mohamedien en 2e division.
Je commence à prendre l'équipe en main. Et puis le président qui était un buzzer attitré, qui avait besoin de paillettes, il fait venir Marco Simone comme entraîneur. Bon, ça se passe pas trop bien et donc je prends la suite après. On est promis au championnat au mois de janvier. Et puis bon, dans ces pays-là, je l'ai dit tout à l'heure, des fois vous êtes premier, mais ça ne vous empêche pas de vous faire limoger. Donc, parce qu'il y a des forces obscures qui sont toujours là en train de constater que les étrangers, c'est moins bien que les locaux. Donc voilà, une petite carambouille qui a fait que j'ai pas pu rester en poste. Bon, je suis resté après dans le club encore quelques mois, donc j'ai fait quasiment 2 ans là-bas. Ensuite, j'étais faire une mission avec mon ami Gérard Buchère, qui était directeur technique en Mauritanie, et qui avait une mission de moi parce qu'ils avaient limogé Corentin Martins, le sélectionneur. Donc j'ai été avec lui, il m'a appelé pour que je m'occupe du terrain. Donc on a fait 2 matchs de Coupe du Monde, c'était aussi une belle expérience. On est allé jouer en Zambie, on a joué contre la Guinée équatoriale, c'était vraiment très très intéressant, une superbe expérience aussi. Et voilà, aujourd'hui je suis en Arabie Saoudite. J'ai été appelé par Hervé Renard, avec qui on a passé nos diplômes, que je connais depuis 30 ans, qui m'a aiguillé vers Narcel Larguette, que je ne connaissais pas juste de nom bien évidemment, qui a fait un travail énorme au Maroc et que la fédération saoudienne a récupéré pour essayer effectivement de faire le même travail ici. Donc depuis le mois d'octobre, je suis ici. Je suis entraîneur national de l'équipe des 15 ans et je suis dans des conditions optimales de travail. C'est une expérience nouvelle pour moi parce que j'ai jamais été sélectionneur d'une équipe nationale. Et même si c'est une équipe de jeunes, c'est une expérience fantastique. Voilà, on a des conditions de travail fabuleuses. Et franchement, c'est nouveau, mais c'est hyper excitant. Il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de retard, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas comparer la formation saoudienne à la formation européenne. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais on est là pour ça, on est venu pour ça. Donc voilà, je suis très très heureux d'être ici. J'ai signé jusqu'en 2024 avec un projet de formation qui est obligatoirement sur du long terme. Donc si ça se passe bien, on a la prétention de pouvoir rester encore un peu plus. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir pour cette nouvelle aventure. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. J'attaque ma 31e saison comme coach. Donc ça commence à faire, mais c'est toujours du plaisir. C'est toujours une passion. Et tant que j'aurai la passion, je ne me sens pas... Même si j'attaque ma 59e année, je ne me sens pas vieux, je me sens jeune, j'ai de l'énergie. J'ai toujours la passion du terrain, donc tant que ça me portera, j'essaierai de continuer là-dedans. Voilà, donc j'ai failli quelquefois revenir à 7, d'abord comme joueur, mais à l'époque il y avait un président qui s'appelle Alfonso, qui ne voyait pas d'un bon oeil que je vienne, parce qu'il me connaissait, il savait que j'avais quand même la capacité à être un leader, et peut-être qu'il aurait eu beaucoup moins de pouvoir si j'avais été là. Donc je ne suis pas venu. J'aurais pu venir quelquefois comme entraîneur, ça ne s'est pas fait. Donc ça se fera peut-être un jour, si un jour je rentre en France. En tout cas, sachez que, amis, c'est toi, s'il y a bien un endroit où je revivrai volontiers, c'est bien à 7. Ça c'est sûr et certain, soyez-en sûrs. Voilà pour le tour un peu de la question. Après, pour ma conclusion, je vais quand même dire un mot sur la situation actuelle du club. Je suis très peiné de ce qui se passe aujourd'hui dans le club, enfin ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui se passe depuis quelques années. Donc vous imaginez bien qu'avec tous les amis que j'ai, je suis au courant de tout ce qui se passe, quasiment tous les jours dans la ville et dans le club. Donc j'ai suivi les péripéties. Et il y a une équipe de dirigeants qui est arrivée, je pense, il y a 1 ou 2 ans, et qui ont, à mon avis, eu tout faux. Ils ne se sont pas appuyés sur les anciens, ils ne se sont pas appuyés sur les gens qui connaissent le club, qui ont la mentalité sétoise, qui sont des Sétois et qui ont écrit l'histoire du club. Leur premier travail, ça a été de les exclure. Et voilà où ça les a menés aujourd'hui. Donc ces fautes cumulées, le mauvais choix des hommes, le mauvais choix des dirigeants, le mauvais choix peut-être quelquefois des entraîneurs. Mais voilà, ça amène aujourd'hui le club dans une situation catastrophique.
Donc j'espère, j'ai entendu Guillaume sur RMC, j'espère que son appel va être entendu et qu'il y aura quelqu'un ou des repreneurs qui vont être capables de remettre ce club avec un vrai projet, parce que Sète mérite d'être à un très bon niveau. Alors, il ne faut pas rêver, je ne pense pas que Sète doive aller en première division, bien sûr. Mais Sète doit être déjà sûrement un très bon club de national. Il a Montpellier à côté. Ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble si entre gens intelligents ils trouvent des terrains d'entente. Mais sachez, amis sétois, que voilà, je suis très peiné de ce qui vous arrive. Et j'espère de tout cœur que vous allez vous relever de ça. Il y a eu d'autres expériences qui étaient un peu du même type et le club s'est relevé. Donc je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous embrasse fort et j'espère qu'on se verra bientôt. Merci les amis. Bravo. Ça va? Ouais, bien joué. Mon métier, papa, là.